Alors, je tiens à officiellement souhaiter la bienvenue à Mathieu Eugène, donc conseiller municipal de New York, et Mathieu, je l'appelle par son prénom parce que c'est un ami qui m'avait reçu à New York. C'était au moment où il avait déposé ce fameux projet de décret qui est devenu un règlement, une loi maintenant de la ville de New York, à savoir pour reconnaître, il y a une journée qui est le Haitian Day à New York. Peut-être que tu pourrais commencer par nous parler de qu'est-ce que c'est exactement. D'abord, je voudrais prendre l'opportunité pour présenter le remerciement les plus chaleureux à Franz, mon ami, mon frère, mon collègue. D'abord pour l'accueil combien chaleureux et aussi pour avoir facilité à arranger tout ce qui était nécessaire pour rendre possible ma visite aux États-Unis ici au Canada. Je voulais aussi prendre profiter de l'opportunité pour remercier son équipe et puis tous les membres de votre équipe. Je pense qu'on va te donner le micro, Mathieu. Merci. Je voulais aussi profiter pour remercier tous mes frères et toutes mes sœurs haïtiens et haïtiennes qui sont ici avec nous, parce que vous savez très bien que nous appartenons à une communauté très forte. Haïti est un grand pays, nous allons en parler tout à l'heure. Et je voulais aussi profiter de l'occasion pour remercier les membres des médias qui sont ici avec nous, parce que sans les médias, nous ne pouvons rien faire, nous autres les élus. Parce que, et aussi, permettez-moi de remercier de façon spéciale les membres de ma famille, mes soeurs qui sont ici, neveux, les beaux-frères qui sont ici. Parce que si aujourd'hui nous pouvons parler de Mathieu Eugène, c'est à cause de mes parents, vous le savez très bien, nous autres les Haïtiens. Et c'est ce que nous avions en Haïti. Et maintenant, je pense que nous avons aussi, si cette collaboration familiale, les valeurs familiales, les valeurs intrinsèques, parce que nous, dans les familles haïtiennes, nous nous aidons les uns les autres. Et parfois, il y a des personnes qui sont arrivées par le maman ou le papa qui ont fait le travail, mais le boulot a été fait par les frères. Je voulais aussi féliciter d'une façon spéciale pour sa participation au cours de la journée officielle des Haïtiens à New York. Ça a été quelque chose d'historique et remarquable. Il a fait le voyage, disons, de Canada à New York. Ça a été vraiment quelque chose de très touchant. Et je te remercie de tout cœur au nom des Haïtiens à New York et au nom de la ville de New York. Et vous savez que nous, les Haïtiens, nous avons contribué à l'indépendance des États-Unis. Ça, vous le savez très bien. La bataille de Savannah, Georgia. Et ensuite, les États-Unis deviennent un grand pays. L'étendue des États-Unis a été augmentée à cause de l'achat de Louisiana, comme vous le savez. Mais ça a été possible simplement et surtout à cause de la révolution haïtienne. Et je ne sais pas si vous connaissez la cathédrale qu'on appelle Saint-Peter, la cathédrale, disons, à New York. Mais vous savez, la première personne qui a donné une contribution de sa fortune, c'était Pierre Toussaint, un Haïtien. Tout le monde parle maintenant de cette cathédrale. Et Chicago, on dit le père de Chicago, c'est Jean-Baptiste Point-du-Sable, qui est haïtien aussi. Cela veut dire que nous avions contribué à l'histoire des États-Unis. Mais jusqu'à présent, nous les Haïtiens qui vivons aux États-Unis, nous sommes des professeurs, des chauffeurs de taxi, des professeurs, des médecins, des avocats. Nous continuons à contribuer, disons, aux États-Unis. Mais le plus souvent, on ne reconnaît pas ces contributions. On ne reconnaît pas ces contributions. Et je me suis dit, il faut faire quelque chose pour rappeler au monde entier que nous, les Haïtiens, non seulement nous avions contribué, et nous continuons à contribuer. Et nous sommes un grand peuple. J'ai introduit une législation, une loi, qui a été votée par le Conseil de New York, mais maintenant, officiellement, le 9 octobre, le 9 octobre, le jour de la bataille de Savannah, est devenu officiellement le jour des Haïtiens à New York. Et maintenant, je fais des efforts
pour que ce jour soit observé au niveau national aux États-Unis. Alors encore, c'est un plaisir, un privilège d'être avec vous. Et merci beaucoup à vous tous. Et à France, merci beaucoup. Merci beaucoup Mathieu. On sait que il a un agenda très chargé. Il est venu passer quelques heures avec nous à Montréal. Donc on aura à se déplacer bientôt. Donc pour aller entre autres visiter une courte délégation, un centre d'hébergement. On aura aussi on aura des rencontres aussi au cours de la journée. Donc avec d'autres groupes. Et l'objectif principal, quand Mathieu, et je te remercie aussi beaucoup donc pour ta sensibilité et ton intérêt et pour tout ce qui se passe autour de la réalité des Haïtiens, partout où ils sont. Il voulait s'enquérir de la situation lorsqu'on s'est parlé il y a un peu plus d'une semaine. Et il m'a parlé aussi de l'emballement en fait, dans la communauté haïtienne de New York, autour de cette histoire. Donc, apparemment, donc, le Canada donne serait devenu soudainement un terre d'accueil, de prédilection pour les Haïtiens. Et lorsqu'on en a discuté, il a cru bon de venir nous visiter afin de pouvoir, de retour dans sa communauté de service qui est New York, pouvoir en témoigner et pouvoir partager les vraies informations avec les membres de la communauté haïtienne de New York. Mais avant même ce qui arrive, Mathieu, tu es impliqué dans la défense des droits des minorités, des Haïtiens en particulier, en matière d'immigration. J'aimerais peut-être que tu nous parles un peu de ton travail à ce sujet. Merci, France. Bon, comme vous le savez, je suis un membre du conseil municipal de New York, comme France d'ailleurs. Et mon devoir, c'est-à-dire mon rôle, d'abord, c'est de travailler avec le gouvernement américain à New York pour pouvoir offrir des services, non seulement aux Haïtiens, mais à tous les ressortissants, à tous les constituants, c'est-à-dire à tous ceux qui vivent à New York, dans les 5 boroughs, c'est-à-dire dans ces 5 régions, c'est-à-dire Manhattan, Queens, Bronx, Staten Island et Brooklyn. Mais alors, en tant qu'immigrant, j'ai une sorte d'attraction particulière pour les immigrants, spécialement haïtiens. Et vous connaissez le TPS, c'est-à-dire que le statut temporaire, ils ont prolongé pour les Haïtiens de rester aux États-Unis. J'ai écrit la loi qu'on appelle Résolution 1995 en 2008, parce que j'ai été élu en 2007. C'était quand Haïti a été frappé par 4 cyclones, je crois. Gonaïve a été inondé, Saint-Marc a été inondé. C'était sous le président Préval et le président Bush aux États-Unis. J'ai écrit cette loi pour demander, disons, au gouvernement américain de donner le TPS aux Haïtiens. Il y avait d'autres pays qui bénéficiaient de ce statut, c'était Somalia, Nicaragua, Salvador et beaucoup d'autres. Mais après ça, bon, ça a été, disons, une lutte perpétuelle, une grande lutte. Et finalement, avec le tremblement de terre, ça a facilité les choses. On a donné le TPS aux Haïtiens. J'ai écrit aussi, mais la seule chose que je voudrais mentionner, c'est que pour être qualifié de recevoir les bénéfices de TPS, la personne devait habiter aux États-Unis avant le tremblement de terre. Mais ceux qui arrivaient après n'étaient pas qualifiés. J'ai dû intervenir encore une fois, aller à Washington pour dire, disons à mes collègues à Washington, écoutez, il y a un problème. Je suis très reconnaissant pour ce geste humanitaire aux Haïtiens, mais cependant, il y a un problème. Ceux qui sont arrivés après le tremblement de terre, ils n'étaient pas qualifiés. Et après des démarches, ils ont accepté de prolonger, disons, le TPS pour que ceux qui viennent ou qui arrivent aux États-Unis après le tremblement pourraient bénéficier de TPS. J'ai introduit aussi une loi qu'on appelle Family Reunification Payroll. Vous savez, par exemple, peut-être vous ne le saviez pas, les Cubains, quand ils font des demandes de résidence pour leurs parents, et quand l'application est approuvée, eh bien leurs parents avaient l'opportunité de venir aux États-Unis pour attendre, disons le statut de résident. Mais les Haïtiens, ils devaient attendre en Haïti 5 ans, 10 ans, 15 ans, parfois, ils meurent. Et s'il s'agit des jeunes, à un moment donné, eh bien, ils deviennent adultes, ils ne sont point qualifiés.
Mais alors, basé sur cette situation, j'ai introduit encore une autre loi pour demander au gouvernement américain de donner les mêmes privilèges aux Haïtiens. Mais maintenant, les Haïtiens qui attendent, disons, le statut d'immigrant, eh bien, officiel ou permanent aux États-Unis, peuvent rentrer aux États-Unis pour attendre leur statut d'immigrant aussi. J'ai écrit beaucoup d'autres lois pour demander au gouvernement américain de donner des privilèges aux Haïtiens, le même privilège qu'ils ont donné aux autres pays. Et en ce qui concerne, disons, cette situation, parce que je vais essayer d'aller plus vite, cette situation que le Canada traverse maintenant, cette situation que vous connaissez très bien, c'est une situation très, très, très complexe et délicate. Par exemple, il y a des Haïtiens. Je tiens à vous dire aussi, mon bureau, c'est comme un centre, c'est le bureau du gouvernement, mais je pourrais considérer mon bureau comme un centre où les Haïtiens vont chaque jour pour essayer de trouver assistance, pour surmonter leurs difficultés. Quelles que soient les difficultés surmontées par les Haïtiens, ils vont à mon bureau. Par exemple, avant de venir ici hier, j'ai rencontré des Haïtiens. Ils m'ont dit, écoutez Mathieu, nous sommes prêts, nous allons au Canada. Nous sommes prêts, nous allons demain, nous allons après-demain. Et parce que chaque jour, ils viennent à moi pour me demander conseil. Mais le problème, c'est que je ne connais pas grand-chose en ce qui concerne la situation, au Canada. C'est la raison pour laquelle je suis venu, pour m'informer de la situation, pour avoir les détails. Maintenant, il y a des Haïtiens, la perception des Haïtiens aux États-Unis maintenant, le Canada a ouvert ses portes pour les Haïtiens qui sont bénéficiaires de TPS. Ils sont prêts à venir. Pour eux, ça c'est la terre promise, mais ils ne savent pas vraiment quelle est la réalité. Et alors, je suis vraiment reconnaissant à France pour avoir facilité cette visite, mais ce que je voudrais savoir exactement, quelle est la situation et quelle sera la destinée de ces Haïtiens, parce qu'ils vont continuer à venir. Et autre chose, je voudrais savoir, comme un membre du gouvernement américain, je voudrais savoir comment nous pouvons travailler, nous de New York, et vous qui êtes au Canada, pour essayer d'aider ces Haïtiens qui sont ici, parce qu'ils ne savent pas la réalité. Et vous comprenez très bien, l'immigration, c'est un phénomène humain. Ça a été depuis, disons, l'époque des grottes et des cavernes, au commencement de la civilisation humaine. Il y a des gens qui, disons, les hommes, ils traversaient, disons, des frontières pour aller d'un pays à un autre. Et ce n'est pas pour la première fois, et ça ne va pas être la dernière fois. Et alors, je suis prêt à travailler avec vous, mes frères et sœurs au Canada, et spécialement avec France. Nous avons eu beaucoup de conversations là-dessus. Une chose que je voudrais dire aussi, nous, les Haïtiens, et vous qui êtes ici, eh bien, nous qui sommes ici, nous sommes des privilégiés. Nous sommes des personnes bénies. Pourquoi nous avons l'opportunité de nous intégrer, d'occuper des positions? Et alors, nous avons aussi l'obligation morale de travailler ensemble pour essayer d'aider ceux qui n'ont pas l'opportunité ou les opportunités que nous avons. C'est l'une des raisons de ma visite aussi au Canada. Si vous prenez un temps pour réfléchir sur la situation d'Haïti, parce que chaque année, il y a quelque chose de terrible pour les Haïtiens. Si ce n'est pas une crise politique, un désastre naturel, il y a toujours quelque chose. Mais j'aurais vivement conseillé, disons, à tous les Haïtiens qui travaillent pour aider nos frères et sœurs, de nous regrouper, de créer, disons, une organisation solide et unique où nous pourrons mettre nos connaissances, nos talents ensemble pour pouvoir vraiment aider non seulement les Haïtiens à l'extérieur, mais aussi aider Haïti. Merci beaucoup, Mathieu. Donc, j'aimerais peut-être demander à Ninette et à Chantal, peut-être, Mathieu est venu chercher un peu d'informations sur la réalité de l'immigration. Peut-être est-ce que Ninette ou Chantal, vous souhaiteriez intervenir? Non? À savoir, quelles sont les conditions, par exemple, qui attendent les gens? Oui, ça, je l'ai compris.
Donc, ce qui arrive, c'est que les demandeurs d'asile vont devoir suivre le processus normal que tout demandeur d'asile qui arrive au Canada doivent respecter. À savoir, le Canada est signataire de la Convention de Genève et d'après cette convention, une personne qui fait une demande d'asile doit pouvoir démontrer qu'elle est persécutée pour des raisons en fonction de sa race, ou de sa religion, ou de ses opinions politiques. Donc, en fait, c'est ça. Donc, le problème, c'est que justement, les raisons d'ordre humanitaire ou des problèmes d'ordre économique de votre pays, etc., ne sont pas des critères qui sont retenus en fonction de cette convention-là. Donc, fort de tout ceci, si on va selon les règles, dans les règles de l'art, on peut se dire que la plupart des personnes qui traversent la frontière de manière régulière maintenant ne répondraient pas à ces critères. Bon, ceci dit, chaque personne est une histoire, chaque personne est un cas, donc on ne connaît pas leur histoire, toutes les personnes. Donc peut-être qu'il y a quelques de ces personnes-là qui vont être qualifiées, mais globalement, c'est ces critères-là et c'est ce que les gens doivent savoir. C'est pas que le Canada a ouvert ses portes pour recevoir toutes les personnes qui ont un TPS, mais c'est que le Canada respecte les règles de la Convention de Genève et c'est ce qui va être appliqué à toute personne qui fait une demande d'asile. Donc, c'est ça ce qui attend ces personnes-là qui arrivent ici. Bon, je ne sais pas si on veut rentrer dans les détails de maintenant les conditions actuelles des personnes qui arrivent. Ce qui se passe, c'est que, bon, c'est un processus qui devient de plus en plus long, vu le nombre de personnes qui traversent la frontière. Normalement, les gens, quand ils arrivent à la frontière, ils devraient voir un agent de la frontière qui allait leur donner un papier pour voir la recevabilité de leur demande. Et suite à ça, dans les 30 à 60 jours, normalement, ils devraient pouvoir passer devant le commissaire de l'immigration et des réfugiés qui va décider, c'est un commissaire qui décide, qui est un tribunal indépendant, la commission est un tribunal indépendant, et c'est le commissaire personnellement qui décide est-ce que cette personne-là respecte les critères, donc peut avoir accès au statut de réfugié. Donc, maintenant, ce qui se passe actuellement sur la frontière, c'est que ces délais augmentent de manière vraiment, je ne peux pas dire exponentielle, mais beaucoup, c'est très long. Maintenant, le nombre étant ce qu'il est, les personnes, pour même la recevabilité, savoir est-ce que leur demande est recevable, ne le font même plus à la frontière. On leur donne un rendez-vous qui est échelonné entre le mois d'octobre et le mois de décembre. C'est ça le rendez-vous que les gens ont. Et c'est suite à ce rendez-vous qu'ils vont pouvoir avoir maintenant l'autre rendez-vous avec la commission qui va décider. Et après, à partir du mois de décembre, le temps d'attente peut aller entre 12 mois jusqu'à 24 mois selon les experts ici en immigration. Donc, c'est une situation où ces gens fuient une incertitude pour une autre incertitude. Donc, en ne sachant pas pendant tout ce temps, qu'est-ce qui va arriver avec eux? Est-ce que on va accepter leur demande pour devenir en tant que réfugiés ou est-ce qu'ils vont être déportés finalement vers Haïti? Parce que la déportation ne va pas se faire vers les États-Unis, mais ça va se faire vers Haïti, leur pays d'origine. Donc, c'est ça aussi que les gens doivent être imbus de tout cela. Donc, mais entre-temps, on doit le dire, le gouvernement provincial leur fournit accès aux soins de santé. Ils ont un permis de travail qui leur permet d'aller chercher du travail. Ils ont aussi accès à l'aide sociale, le montant que c'est, qui, normalement, leur permettrait de pouvoir aller trouver un logement. Bon, on sait que l'aide sociale, c'est pas énorme comme montant. Donc, c'est ça aussi, c'est une précarité qui attend ces gens. Et trouver du travail, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais c'est pas évident non plus. Et trouver le logement lui-même, c'est tout un défi parce que quand Montréal, c'est une métropole, donc il y a beaucoup de gens déjà, il y a déjà des problèmes de logement pour les gens qui sont là. Alors, avec le flot d'immigrants qui arrivent, il y a ça. Donc, je pourrais rentrer dans d'autres détails, mais je ne sais pas si ça répond un peu à la situation. Ninette, tu voulais ajouter quelque chose? Ou peut-être oui. Donc, alors, ce que je pourrais dire de plus, c'est que les gens sont rendus à une première étape. Alors, c'est possiblement cette première étape qui fascine parce qu'ils se voient
accueillis comme il faut par le gouvernement, parce que le Canada, c'est un pays qui a une approche humaine. Alors, cette approche humaine laisse comprendre que on est rendu vraiment au paradis. Mais ce n'est pas le cas parce que la route est encore longue et très longue. C'est ce qu'il va falloir dire à nos frères et sœurs des États-Unis, que même s'ils sont accueillis, mais ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'on est au tout début du processus. Et comme Chantal vient de le dire, c'est un processus qui est long, très long, et avec tous les écueils qui vont s'y retrouver, alors là, on est prêt à les accompagner, mais on ne peut pas leur dire que c'est bien beau, venez, les bras ouverts, parce que ce n'est pas ça la réalité. Il y a quelqu'un qui est ici que j'aimerais peut-être l'entendre un peu. C'est Jean-Claude Icard. Jean-Claude Icard, qui est sociologue, c'est quelqu'un qui a travaillé depuis je ne vais pas le vieillir, mais depuis au moins, je crois, les 40 dernières années, avec différentes vagues de migrants haïtiens. Jean-Claude, j'aimerais peut-être t'entendre, question de faire un topo, ton analyse pour Mathieu. Éventuellement, mais deux choses. Premièrement, qu'est-ce qu'on a comme données sur la composition exacte de ce courant? Au début, on a parlé de TPS, on continue à réfléchir en termes de TPS. Mais dès la première semaine, on a eu une famille qui venait du Brésil et on sait que la dynamique n'est pas forcément la même. D'ailleurs, la semaine dernière, on a eu 2 ministres d'Haïti disant que ces gens-là, ce n'étaient pas des gens couverts par la TPS. Alors, peut-être il y a un effort à faire pour la composition exacte de ce mouvement, combien sous la TPS ou combien d'autres. Ensuite, rappeler que cette arrivée à la frontière existe depuis des mois. D'autres groupes l'utilisaient. Ce qui est arrivé, c'est que quand on a parlé de refus de prolonger la TPS par les États-Unis, il y aurait même un ministre américain qui aurait été en Haïti leur dire de se préparer à attendre. C'est à ce moment-là qu'on a eu l'arrivée des Haïtiens en se disant est-ce qu'on va rester se faire manger par Trump. Beaucoup on nous dit que beaucoup ont travaillé aux États-Unis et ont des enfants nés aux États-Unis. En regard de la loi américaine, combien ces éléments pourraient aider une demande régulière de résidence aux États-Unis, même pendant qu'ils sont au Canada? Et en invoquant ce dont a parlé M. Eugène tantôt, est-ce qu'il ne pourrait pas retourner aux États-Unis à attendre cette résidence-là? Parce qu'on nous a dit qu'il y en a plusieurs qui ont des enfants et on les a montrés. Et c'est la crainte. Enfin, je veux dire qu'il y a une analyse à faire à partir d'une meilleure connaissance de la composition de ce courant. Jusqu'à présent, moi je pense que l'accueil par le Canada a été correct. Mais, comme disait Ninette, c'est le premier accueil. Le processus n'est pas plus généreux au Canada qu'aux États-Unis. Le taux d'acceptation pour les demandes de réfugiés est quasiment identique en ce qui a trait aux Haïtiens, au Canada et aux États-Unis. C'est à peu près la même chose. Autour de 50%, 48%, quelque chose comme ça. Et c'est des éléments qui... Est-ce que, bon, évidemment, il y en a un certain nombre qui n'ont pas pu, parce que les délais sont passés aux États-Unis, les délais sont différents. Mais est-ce que pour d'autres qui ne tombent pas sur la TPS, qui arrivent du Brésil ou autre, est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire par les groupes aux États-Unis pour les guider pour faire une demande aux États-Unis même, une demande de réfugiés? Les États-Unis ont signé la même convention que le Canada. Et théoriquement, ils sont obligés de respecter cette convention. C'est peut-être plus facile, je ne dirais pas de se débarrasser comme ça, mais ils ont signé la même convention. Et tous ceux-là qui arrivent maintenant du Brésil, ils pourraient faire la demande. Les délais ne sont pas encore passés. Est-ce que cette information leur est donnée aux États-Unis? Il y avait eu une longue tradition de groupes communautaires ou religieux en appui
à des réfugiés haïtiens depuis l'affaire des Boat People en 1972. Où sont-ils ces groupes-là? Est-ce qu'on les aide? Est-ce qu'on les encourage? Parce qu'ils savent comment faire. C'est quelque chose qui pourrait être repris aussi. Enfin, je parle peut-être en travers de mon chapeau. Comme je dis, je regarde ça un peu de l'extérieur. Je termine autre chose pour le moment. Mais il y a une réflexion quand même. Je comprends que l'urgence, actuellement, c'est le premier accueil. Et c'est ça l'urgence. On est dans ce premier accueil. C'est-à-dire loger, nourrir, vêtir, etc., etc. Mais dans un deuxième temps, il y a une réflexion à faire sur comment prévoir les autres étapes. Si on sait qu'environ 50% ou même moins seront acceptés, les autres, bon, il y a quelque chose qui existe au Canada, qui n'existe pas aux États-Unis, c'est l'analyse avant renvoi pour considération humanitaire. Qu'est-ce qui peut être fait, aussi bien par le Québec que par le fédéral? Et c'est maintenant qu'il faut commencer à penser ces choses-là. C'est maintenant qu'il faut commencer à bâtir cet argumentaire. Et bon, la difficulté semble aussi être, enfin, si ces gens demandent l'asile, on a vu la réaction immédiate du gouvernement haïtien. Alors là, quelle va être la position des autorités? Tous ces éléments, il faut les mettre sur la table. Je m'excuse de ne pas apporter de réponse là. Mais tout ce qu'on peut faire pour le moment, c'est poser ces questions-là. Mettre ces éléments sur la table et réfléchir. Enfin, disons, moi j'ai le loisir de le faire. Je ne suis pas sur la ligne de front comme les autres organismes communautaires. Mais pour le moment, c'est toute ma contribution au débat. Oui, merci. En ce qui concerne, disons, la réception de ceux qui arrivent aux États-Unis par le Brésil ou le Mexique, c'est le même processus. Quand ils sont arrivés aux États-Unis, ils ont reçu aussi, eh bien, l'accueil. On leur a donné, disons, un peu d'argent, un permis de travail. C'est la même chose. On ne les déporte pas, disons, en Haïti, on les reçoit. En attendant, eh bien, qu'on décide, eh bien, ce qu'on va faire de chaque individu, comme vous venez de le dire, eh bien, chaque cas est particulier. La demande d'asile est considérée et on étudie, disons, chaque cas pour savoir exactement si cette personne est qualifiée pour être admise aux États-Unis comme un exilé. Mais autre chose aussi, en ce qui concerne, disons, la demande de résidence pour les parents, aux États-Unis, c'est la même chose. Par exemple, les enfants, ils doivent devenir majeurs. S'ils sont des enfants, ils ne pourront pas, disons, postuler pour leurs parents. Mais c'est la même chose. Mais il y a eu ce qu'on appelle DACA et DAPA. C'est un autre, disons, programme. Si, par exemple, vous habitez aux États-Unis, vous avez des enfants qui ont, disons, le statut d'immigrant permanent aux États-Unis, green card ou résidence, ou américain, là, comme parents, vous auriez le droit de rester aux États-Unis. C'est DAPA et DACA. Mais maintenant, cette administration a essayé d'éliminer tous ces programmes, mais c'était possible de donner la résidence ou encore le statut d'immigrant permanent aux parents si, par exemple, les enfants, ils sont des résidents aux États-Unis ou des Américains, même s'ils sont mineurs. Voilà. Alors, il nous reste à peu près moins de 10 minutes. On va permettre quelques questions. Franz, vas-y. Bonjour, monsieur. Moi, j'ai une question pour vous. Vous, comme élu, je voudrais savoir c'est quoi que vous faites au niveau des médiatiques face à nos confrères en Haïti. Est-ce que vous faites des sorties médiatiques en expliquant c'est quoi les situations réelles au Canada lorsque les gens arrivent au Canada? Quelles sont vos démarches médiatiques que vous faites? Vous dites nos frères et sœurs en Haïti ou aux États-Unis? Exactement, aux États-Unis. Aux États-Unis, bien sûr. Bien sûr. Bon, d'abord, cette situation au Canada, comme je viens de le dire, c'est une situation un peu complexe pour moi. Je ne voulais pas commencer à parler de cette situation sans avoir les détails et les informations. C'est la raison pour laquelle je suis venu ici. Après avoir, disons, m'informé de cette situation maintenant, j'aurai assez de connaissances pour retourner aux États-Unis pour dire à nos frères et sœurs, écoutez, voici la situation. Parce qu'ils sont convaincus
que le Canada, comme vient de dire notre sœur, c'est la terre promise, tout va être, disons, arrangé. Mais maintenant, j'ai assez d'informations pour retourner, pour leur donner exactement la réalité. Mais en ce qui concerne les services et les informations au point de vue de l'immigration, mon bureau, chaque jour, reçoit, par exemple, des centaines d'Haïtiens. Et nous avons des avocats qui sont spécialisés dans les affaires d'immigration pour les aider. Et nous utilisons aussi les médias haïtiens et les médias aussi américains pour leur donner, disons, les informations nécessaires. Merci. Donc, il y a Raymond Laurent, qui est journaliste de l'émission Samedi Midi Inter. C'est au sujet de la désinformation qui se fait autour de la porte ouverte du Canada. J'aimerais savoir, de votre côté, vous avez accès à des médias aux États-Unis. Qu'est-ce que vous faites pour sensibiliser nos compatriotes pour ne pas se prendre des pièges? Il y a des messages qui circulent sur Facebook, sur WhatsApp, comme quoi que le Premier ministre du Canada ouvre la porte, vous êtes bienvenus. On vous doit quelque chose par rapport à mon père qui était Premier ministre, c'est grâce à vos votes. J'aimerais savoir, c'est quoi vous faites? Ça, c'est une très belle question. Et comme je viens de le dire tantôt, c'est la raison de ma visite ici au Canada. Parce que vous devez savoir qu'en tant que membre du gouvernement, je ne peux pas, disons, agir comme les autres, parler d'une chose que je ne connais pas. Ma première chose, c'était d'appeler Franz. Nous avions eu peut-être 2 ou 3 conversations, même plus que 3 conversations. Je lui ai dit, écoutez, je veux des informations, je voudrais savoir la réalité. Mais maintenant, avec, disons, ces informations, informé de la situation, je vais retourner aux États-Unis, d'abord rencontrer les membres des médias américains et haïtiens pour leur dire, écoutez, messieurs, il faut divulguer, disons, la réalité, les informations. Et je vais avoir aussi des conférences de presse pour essayer d'informer à nos frères et sœurs, pour leur dire, écoutez, ce n'est pas la terre promise. Ce que vous ne pensez, ce n'est pas la réalité. Une autre question, oui, vas-y. Normalement, ça c'est la réalité. Quand on retourne aux États-Unis, on va essayer de faire la sensibilisation. Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi faire la sensibilisation auprès du gouvernement américain pour qu'on puisse renouveler le TPS ou prolonger, je ne sais pas, mais stabiliser la situation pour que ces gens-là, on n'a même pas besoin de faire sensibilisation si c'est régularisé? Bon, ça a été une lutte perpétuelle. J'ai apporté avec moi, disons, des articles, des journaux et aussi des brochures où vous pourrez voir, disons, les efforts que j'ai faits, non seulement pour l'extension de TPS, mais c'est une lutte perpétuelle. Je ne sais pas si vous le savez, nous avions eu une pétition, disons, à l'Internet, c'est-à-dire pour essayer de convaincre le gouvernement américain pour renouveler ou bien l'étendre le TPS. Ça a été, disons, chaque fois, à la fin de l'extension ou de la durée de TPS, nous recommençons la lutte. Et dans cette lutte, nous avions eu des autorités religieuses, des autorités du gouvernement américain et aussi des membres de différentes communautés qui ont été, disons, du groupe. Ce groupe-là que nous avions créé pour essayer de convaincre le gouvernement américain pour renouveler le TPS. Ça a été vraiment, disons, une lutte perpétuelle. Et nous avions déjà commencé. J'ai rencontré Cardinal Doland de New York et Bishop DiMaggio et les leaders des unions américaines. Nous sommes en train de créer des stratégies. Comment nous allons travailler pour essayer de convaincre le gouvernement américain pour renouveler le TPS. Ça, c'est quelque chose que nous faisons, disons, ordinairement. Et nous allons continuer à le faire. Mais maintenant, l'autre approche, je voudrais savoir comment vous, du Canada, et nous, à New York, nous vont travailler ensemble pour créer une approche ou bien quelque chose pour démontrer au gouvernement américain nous sommes en train de travailler ensemble pour résoudre la situation
Mais maintenant, au lieu de déporter ces Haïtiens en Haïti, nous pouvons travailler pour créer, disons, une situation qui pourra déboucher au retour des Haïtiens avec TPS qui étaient qualifiés déjà pour TPS à le retour pour les États-Unis. Je ne dis pas que c'est quelque chose qui va être facile, je ne dis pas que ça va se faire, mais je pense que probablement il peut y avoir un moyen de travailler ensemble, de faire une pétition ou bien des mouvements, des efforts pour leur dire, écoutez, ces Haïtiens-là, ils étaient qualifiés pour TPS, ils n'ont pas eu la bonne information. Ils sont venus au Canada à cause de mauvaises informations, mais comme ils étaient déjà qualifiés, et alors il faudra d'abord les accepter pour qu'ils puissent retourner aux États-Unis. Alors, je précise, je ne dis pas que ça va se faire, mais nous pouvons essayer. Et spécialement dans le cas où le TPS peut être renouvelé ou étendu, cela veut dire qu'on pourra toujours faire les démarches pour que ces Haïtiens peuvent retourner aux États-Unis. Alors, écoutez, malheureusement, donc, je pense que c'est tout pour l'instant avec le docteur Eugène. Peut-être partager avec vous 2 ou 3 éléments de son agenda aujourd'hui. Nous aurons à nous déplacer pour, comme je l'avais dit, pour la visite de centre d'hébergement. On aura aussi des rencontres aussi avec des autorités ministérielles aujourd'hui. Donc, on aura à visiter aussi le bureau de la communauté haïtienne de Montréal parce que ici, j'ai oublié de te le dire, Mathieu, nous sommes, c'est une communauté qui a une contribution à la société québécoise de plus d'un demi-siècle. Nous sommes ici à la Maison d'Haïti, Maison d'Haïti qui existe depuis maintenant 40 ans, corrigez-moi. 40 ans? 42? Voilà, un peu plus de 40 ans. Et Maison d'Haïti, il y a le bureau de la communauté haïtienne des Haïtiens de Montréal, qui existe depuis combien de temps, Ruth? 45 ans. Donc, on aura une visite aussi au bureau de la communauté haïtienne de Montréal pour voir comment ils sont dans cette action aussi de soutien donc des gens et aussi d'autres initiatives. Et un point de presse cet après-midi avec les médias à 16h30 ici même au local de la Maison d'Haïti. Pardon, excusez-moi, merci Arcel. À 16h, le point de presse est à 16h parce que on aurait bien aimé le garder, mais vous savez, c'est un élu, il doit retourner voir ses électeurs.